Ina Podcast. Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 20e épisode, la volonté de Monsieur Noirtier de Villefort. Monsieur est le comte de Monte Cristo? Oui, monsieur. Et j'ai l'honneur de parler à monsieur le vicomte Andrea Cavalcanti? Le vicomte Andrea Cavalcanti, oui. Bien. Vous devez avoir une lettre qui vous accrédite auprès de moi. Oui, et qui porte une signature étrange. Simbad le marin. Je ne connaissais que celui des Mille et une nuits. Oui, c'est un de ses descendants. Un de mes amis fort riche, un Anglais original, dont le véritable nom est Lord Wilmore. Ah, c'est ce même Anglais que j'ai connu à... Ah oui, très bien. J'espère que vous serez assez bon pour me donner quelques détails sur vous et sur votre famille. Mais volontiers. Je suis, comme vous l'avez dit, le vicomte Andrea Cavalcanti, fils du major Bartolomeo Cavalcanti, descendant des Cavalcanti de Florence. Notre famille, quoique très riche encore, puisque mon père possède un demi-million de rentes, a éprouvé bien des malheurs, et moi-même, j'ai été enlevé à l'âge de 5 ans par un gouverneur infidèle. De sorte que, depuis 17 ans, je n'ai point revu l'auteur de mes jours. Depuis que je suis libre, je le cherche, mais inutilement. Enfin, cette lettre de votre ami Simbad m'annonce qu'il est à Paris et m'autorise à m'adresser à vous pour obtenir des nouvelles. Oui. En effet, votre père est ici et vous cherche. Mon père ici? Sans doute, oui, votre père. Votre père, le major Bartolomeo Cavalcanti. Ah oui, c'est vrai, oui. Et le major Cavalcanti. Et vous dites que il est ici, ce cher père? Oh, je le quitte à l'instant. Vous étiez dans le midi de la France, je crois. Ah oui, monsieur. Près de Toulon. Une voiture m'attendait à Nice, après. Elle m'a conduit à Gênes, Turin, Chambéry, et jusqu'à Paris. Une chose inquiète le major Cavalcanti. C'est ce que vous avez fait pendant que vous avez été éloigné de lui. Ah, monsieur, j'espère qu'aucun faux rapport... J'ai entendu parler de vous pour la première fois par Lord Wilmore. J'ai su qu'il vous avait trouvé dans une position fâcheuse. J'ignore laquelle, mais je ne suis pas curieux. Vos malheurs l'ont intéressé. Il m'a dit qu'il voulait vous rendre dans le monde la position que vous aviez perdue et qu'il rechercherait votre père. Oui. Il l'a trouvé puisqu'il est là. Enfin, il m'a prévenu de votre arrivée en me donnant quelques instructions relatives à votre fortune. Wilmore est riche comme une mine d'or. Ah, comme je serais obligé de vous patronner quelque peu, je désirerais savoir si les malheurs qui vous sont arrivés ne vous ont pas rendu, disons, quelque peu étranger à ce monde dans lequel votre fortune et votre nom vous appelaient à faire si bonne figure. Monsieur, mes ravisseurs ont calculé que pour tirer un bon parti de moi, il fallait me laisser toute ma valeur personnelle, et même l'augmenter. J'ai donc reçu une assez bonne éducation. Allons, tant mieux.
Je vais vous présenter à votre père. Vous allez le voir, il est un peu raide, un peu guindé, mais c'est un père fort suffisant, je vous assure. Et puis, une grande fortune fait passer bien des choses. Mon père est donc réellement riche? Millionnaire. 500 000 livres de rente. Alors je vais me trouver dans une position agréable. Oh, des plus agréables. 50 000 livres de rente par an pendant tout le temps que vous resterez à Paris. Alors en ce cas, j'y resterai toujours, mais cet argent m'est assuré par mon père? Oui, et garanti par Lord Wilmore, qui vous a ouvert un crédit de 5 000 francs par mois chez Monsieur Danglars, un des plus sûrs banquiers de la capitale. Et mon père compte rester longtemps à Paris? Non, quelques jours seulement. Son service le rappelle en Italie. Ce cher père. Aussi, je ne veux pas tarder l'instant de votre réunion. Entrez dans ce salon, vous trouverez votre père qui vous attend. Monsieur, mon cher père, est-ce bien vous? Buongiorno, mon cher fils. Après tant d'années de séparation, quel bonheur de vous revoir. Si, la séparation a été longue. Ne nous embrassons-nous pas, monsieur? Comme vous voudrez, mon fils. Ainsi, nous voici réunis pour ne plus nous séparer. Ah, je crois que non. Il me faut retourner en Italie et vous regardez, je crois, la France comme une seconde patrie. Le fait est que je serais désespéré de quitter Paris. Mais avant de partir, mon cher père, vous me remettrez les papiers à l'aide desquels il me sera facile de constater le sang dont je sors. C'est... Les voici. Ça. Il n'y a donc pas de galère en Italie? Pourquoi cela? Pour qu'on y fabrique impunément de pareilles pièces. En France, pour moins que cela, on vous enverrait prendre l'air à Toulon pour 5 ans. Plaît-il? Cher monsieur Cavalcanti, combien vous donne-t-on pour être mon père? Bah, qu'est-ce que... Je vais vous donner l'exemple de la confiance. On me donne 50 000 francs par an pour être votre fils. Et à moi, on me donne 50 000 francs en tout et pour tout. Et peut-on croire aux promesses qu'on nous a faites? Si. Mais il nous faut jouer nos rôles de tendre père et de fils respectueux. Il y a une dupe dans tout cela, mais ce n'est ni vous ni moi. Non, certamente non. Eh bien, mes amis. Monsieur le comte, je suffoque de joie. C'est très bien. Et vous, jeune homme? J'étouffe de bonheur. Tenez, vicomte. Prenez cela, un acompte sur vos revenus pour vos frais d'installation de la part de votre père qui ne veut pas que je dise que cela vient de lui. Cher père. Bien. Allez, maintenant. Quand aurons-nous l'honneur de vous revoir, monsieur le comte? Samedi, si vous voulez. J'ai à dîner à ma maison d'Auteuil, rue de la Fontaine, numéro 28. À samedi, donc. Grande tenue? Oui, uniforme, croix, culotte courte. Et moi? Oh, vous, très simplement. Pantalon noir, bottes vernis, gilet blanc, habit noir ou bleu, cravate longue. Prenez Blin ou Véronique pour vous habiller. Blin ou Véronique? Oui, si vous ne connaissez pas leurs adresses, Baptistin vous les donnera. Moins vous affecterez de prétention dans votre mise. Étant riche comme vous l'êtes, meilleur effet cela fera. Ah, si vous achetez des chevaux, prenez-les chez Deveux. J'ai Deveux, hein. Et si vous achetez un phaéton, allez chez Baptiste. Chez Baptiste. Et à quelle heure pouvons-nous nous présenter? Vers 6h30. C'est bien, on y sera. Arrivederla, signor comte. Venez, mon fils. À vous revoir, comte. En vérité, voilà deux grands misérables. Quel malheur que ce ne soit pas véritablement le père et le fils.
Bonjour, Valentine. Bonjour, Maximilien. Je vous ai fait attendre, mais vous avez vu la cause? Oui. Oui, j'ai reconnu Mademoiselle Danglars. Je ne vous croyais pas si lié avec cette jeune personne. On eût dit deux compagnes se faisant des confidences. Elle m'avouait sa répugnance pour un mariage avec Monsieur Albert de Morcerf, et moi, je lui avouais de mon côté que je regardais comme un malheur d'épouser Monsieur d'Épinay. Oh, chère Valentine. Voilà pourquoi, mon ami, vous avez vu cette apparence d'abandon entre moi et Eugénie. Tout en parlant de l'homme que je ne puis aimer, je pensais à l'homme que j'aime. Que vous êtes bonne en toutes choses, Valentine. Et que vous avez en vous une chose que Mademoiselle Danglars n'aura jamais. Ce charme indéfini qui est à la femme ce que le parfum est à la fleur, ce que la saveur est au fruit. C'est votre amour qui vous fait parler ainsi. Oh non, 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 je vous jure. Je vous regardais toutes les deux, et tout en rendant justice à la beauté de Mademoiselle Danglars, je ne comprenais pas qu'un homme devint amoureux d'elle. Mais dites-moi. Oui? Est-ce parce que Mademoiselle Danglars aime quelqu'un d'autre qu'elle redoute son mariage avec Albert de Morcerf? Je ne crois pas. Elle m'a dit qu'elle avait le mariage en horreur et que sa plus grande joie serait de mener une vie libre et indépendante. Elle désire presque que son père perde sa fortune pour se faire artiste comme son amie Louise d'Armilly. Ah? Mais revenons à vous, si vous le voulez bien, chère Valentine. C'est qu'il faut que je parte. Déjà? Quelle existence je vous fais passer, pauvre Maximilien. Vous, si bien fait pour être heureux. Je me le reproche amèrement. Que vous importe? Si cette attente me semble payée à moi par 5 minutes de votre vue, par 2 mots de votre bouche et par cette conviction profonde, éternelle, que Dieu n'a pas créé 2 cœurs aussi en harmonie que les nôtres, et ne les a pas miraculeusement réunis, mais pour les séparer. Espérez pour nous deux, Maximilien. Cela me rend à moitié heureuse. Oh, mais que vous arrive-t-il que vous me quittiez si vite? Madame de Villefort, ma belle-mère, m'a fait prier de passer chez elle pour une communication de laquelle dépend, m'a-t-elle fait dire, ma fortune. Ah, mon Dieu, mais qu'il la prenne, ma fortune, et qu'après, il me laisse tranquille et libre. Vous m'aimerez tout autant pauvre, n'est-ce pas, Morel? Oh, je vous aimerai toujours, moi. Mais ne craignez-vous pas que ce soit quelques nouvelles relatives à votre mariage? Pourquoi? Bien, j'ai rencontré M. de Morcerf. Il avait reçu une lettre de son ami Franz d'Épinay qui lui annonçait son prochain retour. Non. Dans ce cas, la nouvelle ne viendrait pas de ma belle-mère. Elle n'est pas sympathique à ce mariage. Comme à aucun autre, d'ailleurs. Elle s'est pourtant mariée elle-même. Mais vous ne comprenez pas. Lorsqu'il y a 1 an, j'ai parlé de me retirer au couvent. Elle avait adopté ma proposition. Mon père y avait même consenti à son instigation. Il n'y eut que mon pauvre grand-père pour me retenir. Vous ne pouvez vous figurer, Maximilien, quelle expression il y a dans les yeux de ce pauvre vieillard, qui n'aime que moi au monde, qui n'est aimé que de moi. Je puis souffrir beaucoup. Ce regard de mon grand-père m'a payé d'avance pour ce que je souffrirai. Oh, chère Valentine, vous êtes un ange. Mais quel est donc l'intérêt de Madame de Villefort à ce que vous ne vous mariez pas? Je vous l'ai déjà dit, je crois. Comparativement à moi, mon frère Édouard est pauvre. Or, ma belle-mère aime cet enfant avec adoration. Et si je fusse entrée en religion, toute ma fortune, concentrée sur mon père, revenait à son fils. Oh, que c'est étrange, cette cupidité dans une jeune et belle femme. Mais si vous abandonniez une partie de cette fortune à son fils? Le moyen de faire une pareille proposition à une femme qui a sans cesse à la bouche le mot de désintéressement. Valentine, mon amour m'est toujours sacré. Me permettez-vous de parler de cet amour à un ami? Un ami? Qui donc? Avez-vous jamais senti pour quelqu'un une de ces sympathies irrésistibles qui font
que, tout en le voyant pour la première fois, vous croyez le connaître depuis longtemps. Eh bien, voilà ce que j'ai éprouvé dès que j'ai vu cet homme extraordinaire. Et je crois que cet homme sera mêlé à tout ce qui m'arrivera de bien. Mais vous le connaissez. J'ai appris hier qu'il avait sauvé la vie de votre belle-mère et celle de son fils. Le comte de Monte Cristo. Il ne peut pas être mon ami. Il est trop celui de ma belle-mère. Le comte, l'ami de votre belle-mère? Oh, Valentine, je suis sûr que vous vous trompez. Oh, si vous saviez. Mais ce n'est plus Édouard, mon frère, qui règne à la maison. C'est le comte. Réellement? Recherché par Madame de Villefort, qui voit en lui le résumé des connaissances humaines, admiré par mon père, qui dit n'avoir jamais entendu formuler avec plus d'éloquence des idées plus élevées, idolâtré d'Édouard, pour qui il a toujours quelque jouet admirable, Monsieur le comte de Monte Cristo est ici chez lui. Eh bien, si les choses sont ainsi, vous devez déjà ressentir les effets de sa présence. Son sourire est si doux quand il me l'adresse. Vous a-t-il souri, Valentine? S'il l'a fait, vous serez heureuse. Moi? Il ne me regarde seulement pas. Ou plutôt, il se détourne de moi. Non, vous vous trompez. Hélas, mon ami, je vous afflige, je le vois. Mais enfin, je ne demande pas mieux que d'être convaincue. Mais qu'a donc fait pour vous ce comte de Monte Cristo? Une voix secrète m'avertit qu'il n'y a plus que du hasard dans cette amitié imprévue et réciproque. Et que tout ce qui m'arrive de bien émane de lui. Tenez, un exemple. Il m'a invité pour samedi. C'est naturel au point où nous en sommes, n'est-ce pas? Eh bien, qu'ai-je appris depuis? Votre père est invité à ce dîner. Votre belle-mère y viendra, je me rencontrerai avec eux et qui sait ce qui résultera dans l'avenir de cette rencontre. C'est pourquoi je me dis que le comte, qui devine tout, a voulu me faire rencontrer monsieur et madame de Villefort. Et quelquefois, je cherche à lire dans ses yeux s'il a deviné mon amour. Mon bon ami, je vous prendrai pour un visionnaire, si vous n'avez pas d'autres exemples à citer. Oh, j'en ai un. Mais il est encore plus absurde que le premier. Tant pis, dites. Bon. Regardez à travers les planches. Vous voyez là-bas, attaché à cet arbre, le cheval nouveau avec lequel je suis venu. Oh oui. Oh, mais c'est une admirable bête. Il s'appelle Médéa. Je l'avais vu chez un marchand et demandais son prix. 4500 francs. Alors je dus m'abstenir et partis le cœur gros. Le même soir, j'avais quelques amis à la maison, au Château Renaud, Debray et 5 ou 6 autres mauvais sujets que vous avez le bonheur de ne pas connaître. On proposait une bouillotte. Je ne joue jamais car je ne suis pas assez riche pour perdre ni assez pauvre pour désirer gagner, mais j'étais chez moi et je n'avais autre chose à faire que d'envoyer chercher des cartes. Permettez, mais je ne vois pas ce... Attendez, belle impatiente. Comme on se mettait à table, monsieur de Monte Cristo arriva. Il prit sa place, on joua, et je gagnai. J'ose à peine le dire, 5000 francs. Non. Parfaitement. Et dès le lendemain, j'achetai le cheval. Encore une fois, Maximilien, je ne vois pas... Je jurerais que le comte a su que je désirais ce cheval, et qu'il a perdu exprès pour me le faire gagner. Mais mon cher, vous êtes trop fantastique en vérité. Vous ne m'aimerez pas longtemps. Un homme qui fait ainsi de la poésie ne saurait s'étioler à plaisir dans une passion monotone comme la nôtre. Mademoiselle, mademoiselle. On m'appelle. Adieu. Adieu. Laissez-nous, Barrois. Madame de Villefort et moi avons à parler à votre maître. Bien, monsieur.
Monsieur, ne vous étonnez pas que Valentine ne soit pas montée avec nous et que j'ai éloigné Barrois. Madame de Villefort et moi avons une communication à vous faire. Nous sommes sûrs qu'elle vous agréera. Mon père, nous voulons marier Valentine. Le mariage aura lieu dans 3 mois. Le jeune homme qui lui est destiné est un des plus honorables partis auxquels Valentine puisse prétendre. Elle a de la fortune, un beau nom et des garanties parfaites de bonheur dans la conduite et les goûts de celui que nous lui destinons, et dont le nom ne doit pas vous être inconnu. Il s'agit de monsieur Franz Quesnel, baron d'Épinay. Gérard, je crois que votre père n'approuve pas notre choix. Valentine va avoir 20 ans. Il est temps qu'elle soit établie. Néanmoins, nous ne vous avons pas oublié et je suis certain que Valentine et son mari voudront vous avoir près d'eux. De la sorte, vous ne perdrez aucune de vos habitudes, ni surtout l'affection de votre petite fille. Vous aurez 2 enfants au lieu d'1 pour veiller sur vous. Mais mon père, vous semblez mal. Il fait très chaud ici. Cette chaleur vous fait du mal. Ce mariage plaît à monsieur d'Épinay et à sa famille, qui se compose d'un oncle et d'une tante. Sa mère est morte en le mettant au monde, et son père a été assassiné en 1815, quand Franz avait 2 ans à peine. Assassinat mystérieux et dont les auteurs sont restés inconnus, quoique le soupçon ait plané sur beaucoup de gens. Les véritables coupables seraient bien heureux d'être à notre place et d'avoir une fille à offrir à M. Franz d'Épinay pour éteindre jusqu'à l'apparence du soupçon. Faut-il, monsieur, vous envoyer Valentine? Ferme une fois les yeux, c'est oui. Je l'avais fait appeler, elle est à côté. Agréez tous mes respects, monsieur. Oh, mon papa, qu'est-il donc arrivé? Tu es en colère? Si oui. Voyons. Monsieur et Madame de Villefort sortent d'ici. Et ce sont eux qui t'ont dit ces choses qui te fâchent. Gaston, veux-tu que j'aille le leur demander pour que je puisse m'excuser auprès de toi? Les yeux fermés 2 fois, c'est non. Tu ne veux pas que j'y aille. Mais qu'ont-ils pu te dire? Ah, j'y suis. Ils t'ont parlé de mon mariage. Ils t'ont dit alors que monsieur d'Épinay consentait à ce que tu vives avec nous. Alors pourquoi es-tu si fâché? Parce que tu m'aimes et que tu as peur que je sois malheureuse. Oui. Tu n'aimes pas monsieur Franz. Alors tu as du chagrin. Écoute, moi aussi j'ai du chagrin. Car moi non plus je n'aime pas monsieur d'Épinay. Quand j'ai voulu me retirer au couvent, tu te souviens? Eh bien, c'était pour échapper à ce mariage. Si tu pouvais m'aider, si nous pouvions à nous 2 rompre le projet. Mais tu es sans force contre eux. Je me trompe? Tu peux quelque chose pour moi? Oui. Tu lèves les yeux au ciel. Tu veux quelque chose? Mais quoi? Allons. Les grands moyens. Puisque je suis si sotte et ne devine pas. A. B.
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N. Cela commence par la lettre N. Bien. Na. Ne. Ni. No. Ah, c'est no. Bien. Le dictionnaire à présent. Je te montre la page des no. Pas cette page-là? Celle-ci? Non plus. Bien. Celle-ci? Oui. Bon. Nostalgie. Nota. Notabilité. Notable. Celle-ci? Notaire. Notaire. Tu veux un notaire, bon papa? Il faut donc envoyer chercher un notaire. Mon père doit-il le savoir? Oui. Bon, on va te l'envoyer chercher tout de suite. Est-ce tout ce que tu veux? Je vais appeler Barrois. À vos ordres, mademoiselle. Barrois, voulez-vous demander à monsieur de Villefort de venir? Oui, mademoiselle. Es-tu content, bon papa? Ah oui, je le crois. Un notaire. Ce n'était pas facile à trouver. Mais avec le dictionnaire, on trouve tout ce qu'on veut. Vous m'avez demandé de venir, Valentine. Que se passe-t-il? Monsieur, mon grand-père désire voir un notaire. Un notaire? Oui. Pourquoi faire? Il ne me l'a pas dit et je ne lui ai pas demandé. Enfin, qu'avez-vous besoin d'un notaire? Sans doute pour nous jouer quelques mauvais tours. Je vous assure, mon père... Mais enfin, si monsieur Noirtier veut un notaire, c'est apparemment qu'il en a besoin. Ainsi, je vais chercher un notaire. Mais à quoi bon? Mais c'est sa volonté. Il l'a clairement exprimé dans son langage si simple et que vous savez que je comprends si bien, mon père. Mais oui, je sais tout cela. Soit on aura un notaire, puisque vous en voulez absolument un, monsieur. Mais je m'excuserai près de lui. Et vous vous excuserez vous-même, car la scène, n'en doutez pas, sera fort ridicule. N'importe, je vais toujours l'aller chercher. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 20e épisode, La volonté de Monsieur Noirtier de Villefort. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Andrea Cavalcanti, Jean-Paul Tribou. Le Major Cavalcanti, Jean Péméja. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat. Gérard de Villefort, André Oumanski. Barrois, Pierre Riche. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Monsieur Noirtier, Louis Amiel. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.